Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on se plonge dans des documents vraiment captivants sur l'Afrique du Nord antique. On est juste avant que Rome n'impose complètement son autorité. On va explorer ces relations complexes entre Rome et les royaumes locaux, la Numidie, la Maurétanie. C'est plein d'alliances, de rivalités, c'est bien plus en fait qu'une simple histoire de conquête. Absolument. Et les sources, ce qu'elles montrent, c'est que l'administration romaine, au tout début, elle est plutôt discrète. Elle s'appuie énormément sur ce qui existe déjà, les cités, les tribus, avec leurs chefs. Des chefs qui sont souvent des mêmes familles d'ailleurs, mais que l'empereur confirme. L'arrivée directe de Romains, elle est limitée au début. Les colonies de vétérans, par exemple, elles s'installent souvent dans des villes indigènes. On pense à Cirta, Saldaï, l'actuel Béjaïa ou même Ilgilgili, qui est Djidjeli aujourd'hui. Et alors justement, ces relations politiques, ce concept d'amicitia, cette amitié officielle, ça semble central, non? Mais est-ce que c'était juste une façon polie de dire soumission? Si on prend Massinissa, le roi numide, il s'allie à Rome contre Carthage, après 206 avant Jésus-Christ. Bon, Appien en raconte une histoire de cœur déçu, mais c'était sans doute plus pragmatique que ça, non? Plutôt un calcul stratégique? Oui, oui, c'est une lecture bien plus nuancée. Il anticipait sans doute la victoire de Rome et puis il cherchait un soutien contre ses rivaux, Syphax notamment. C'est loin de l'image de dépendance totale que certains auteurs anciens, comme Tite-Live ou Salluste, peuvent donner. Il faut dire qu'ils étaient parfois influencés par les populares à Rome. Ah oui, cette faction politique. Exactement, qui considéraient un peu la Numidie comme leur propriété. Mais en réalité, ces rois nord-africains, ils jouaient leur propre jeu. Syphax, par exemple, il a longtemps tenté de jouer l'arbitre entre Rome et Carthage, avant de choisir le camp punique, finalement. Et ces alliances, elles deviennent vraiment cruciales pendant les guerres civiles romaines. Oui, c'est là que ça devient prétendu. Juba Ier de Nubidie, par exemple. Lui, c'est un allié fidèle de Pompée. Et il s'engage à fond contre César. Il envoie des troupes, des éléphants. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il fait frapper sa propre monnaie à Utique, des deniers d'argent. Il adopte le système romain, mais il met Rex Juba, roi Juba. C'est une affirmation forte, hein, en pleine guerre civile romaine. Tout à fait. C'est une affirmation de son statut face à ses alliés romains. Son choix s'explique aussi par des tensions plus anciennes avec les Césariens, et puis l'espoir d'étendre son influence, son royaume. Et à l'inverse, on a les rois morts, Bocchus II et Bogude. Eux, ils misent sur César. Oui, ils choisissent l'autre camp, et ils interviennent militairement en Afrique, mais aussi en Espagne. Leurs choix sont dictés par leurs intérêts locaux, leurs rivalités. Bocchus en profite même pour attaquer Juba pendant qu'il est occupé contre César. Et ces choix politiques, ils ont des conséquences énormes. Ça mène à la fin du royaume numide après la défaite de Juba à Thapsus en 46 avant Jésus-Christ. D'accord. Donc beaucoup de politique, de stratégie. Mais au-delà de ça, la vie quotidienne, la culture, est-ce que Rome arrive et change tout immédiatement? Ah non, pas assez vite. Les découvertes archéologiques, les textes aussi, montrent une persistance très forte des traditions locales. Le punique, par exemple, ça reste la langue officielle, la langue écrite en Numidie, sous Massinissa et ses successeurs. On a des centaines d'inscriptions, de stèles qui le prouvent, notamment au grand sanctuaire d'El Ofra, près de Cirta, dédié à Baal Amon et Tanit. Au début, le latin, son usage est limité. On le voit sur les monnaies de Jubali I, ou liées à la présence de marchands italiens, les negociatores. C'est fascinant ça. Cette coexistence, une culture locale forte qui continue, alors même que Rome étend son influence. Et pour l'architecture, la religion, c'est pareil. Oui, oui. Les influences puniques et hellénistiques, elles restent dominantes pendant longtemps. On trouve des temples dédiés à Melkart, l'équivalent d'Hercule à Lixus, des traces de culte à Tanit. Les pratiques funéraires traditionnelles, elles continuent aussi. Quand on regarde l'architecture monumentale à Boul Regia ou à Tuga, on voit des modèles hellénistiques ou des techniques puniques, comme l'opus sininum, ce pavement typique. Alors, bien sûr, Rome importe beaucoup. Le blé, les animaux pour les jeux, le fameux marbre de Chemtou, du bois, de l'ivoire. Et dans l'autre sens, les produits italiens circulent, la céramique, le vin, dès le IIe siècle avant Jésus-Christ, surtout après la guerre de Jugurtha. Mais l'empreinte culturelle romaine, la vraie, la profonde, elle mettra plus de temps à s'installer. D'ailleurs, l'hellénisme, parfois promu par les rois eux-mêmes, a pu servir de pont culturel en quelque sorte. Donc, on est vraiment loin de l'image d'une romanisation rapide et uniforme. Ce qu'on voit, ce sont des royaumes puissants, des dirigeants calculateurs et une culture locale très résiliente. Une culture qui interagit avec Rome, qui résiste,
qui s'adapte plutôt que d'être juste effacé. Absolument. L'intégration, ce fut un processus long, progressif, rythmé par des moments clés, oui, comme la guerre de Jugurtha ou les guerres civiles, mais où les dynamiques locales, les choix des souverains ont joué un rôle déterminant. Et ça laisse songeur pour finir. Quand on pense à un personnage comme Juba II, fils de Juba Ier, l'ennemi de César, mais élevé à Rome, marié à la fille de Cléopâtre et Marc-Antoine, et puis placé par Rome sur le trône de Maurétanie. Quelle synthèse culturelle et politique incroyable il a dû incarner, naviguer entre son héritage berbère, son éducation romaine, le prestige hellénistique de sa femme. Voilà, une question passionnante à explorer une autre fois, peut-être. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour cette analyse.